Voilà, nous voilà de retour. J'étais trop enthousiaste à commencer, à vous retrouver pour justement ce troisième panel de la section de l'après-midi, donc de notre conférence sur la marque Maroc. Je vais appeler tout de suite les panélistes pour la session qui aura comme titre « Le Maroc, catalyseur de la marque Afrique ». Voilà, ils sont là. Ben bien, merci beaucoup. Installez-vous. Monsieur Bailly, exactement. Et Monsieur Rué, Joël Rué qui arrive. Voilà, vous pouvez les applaudir. Voilà, merci à tous. Mais avant de démarrer justement cette session, on va d'abord donner la parole à Madame Raja Ben Saoud, qui est enseignante, chercheur à l'ESCA, l'école de management. Madame, c'est à vous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, un grand merci à Maroc Export et à Amadeus Maroc pour leur invitation. Qualité des institutions et marque pays, tel est le sujet que je me propose de développer cet après-midi dans le cadre de la contribution académique de ESCA, École de Management. Je voudrais commencer par dire qu'il existe une littérature académique mondiale extrêmement abondante, très riche, qui a traité de l'effet des institutions sur la croissance économique. Et même si aucun modèle aujourd'hui ne tend vers l'universalité, on peut dire que la plupart des travaux de recherche qui ont été réalisés sur le sujet convergent vers une affirmation, à savoir l'existence d'un lien entre la qualité des institutions et les performances stratégiques d'un pays. Douglas North, prix Nobel 1993, est un auteur contemporain qui est pionnier dans l'analyse de la relation entre la qualité des institutions et le développement économique des nations. Il a montré en particulier l'existence d'un lien entre les institutions, leur qualité et le développement des pays. Pour lui, de bonnes institutions stimulent le développement des investissements et la croissance économique d'un pays. Pour lui, un environnement institutionnel efficace, c'est d'abord un investissement qui va réduire les incertitudes et qui va également réduire l'occurrence de ces incertitudes. Exemple d'incertitude qu'on trouve dans ces travaux, la faible autorité de la loi, la corruption ou encore le reniement des contrats. Après North, plusieurs chercheurs se sont intéressés à la question de la capacité des institutions à favoriser la croissance économique d'un pays. Et pratiquement, tous aboutissent à la conclusion selon laquelle des institutions efficaces sont une condition d'amélioration de l'économie et de l'efficacité et le succès des réformes des pays. Les institutions engagent l'ensemble de la société et ce sont les institutions qui peuvent conduire un pays vers la prospérité, vers le progrès ou vers la stagnation. D'ailleurs, un certain nombre d'institutions internationales, aussi prestigieuses et aussi puissantes que le FMI ou la Banque mondiale, adoptent cette thèse que je viens d'indiquer. Si on prend la doctrine, par exemple, de la Banque mondiale, on va trouver que cette institution fait référence régulièrement à des explications institutionnelles pour préconiser telle ligne de conduite ou telle politique de développement, notamment pour les pays en voie de développement ou les pays en émergence. Et dans le rapport qu'elle publie régulièrement sur la richesse des nations, la Banque mondiale soutient que ce sont les institutions économiques, politiques et sociales d'un pays qui peuvent expliquer son échec ou son succès économique. D'ailleurs, c'est comme ça que la Banque mondiale explique, par exemple, l'écart de développement entre, par exemple, à l'époque, la RDA et la RFA, ou encore l'Argentine et le Chili, ou la Corée du Nord et la Corée du Sud.
Il y a également des travaux qui ont démontré le lien qui existe entre les institutions d'un pays et son dynamisme, ou le dynamisme de son commerce extérieur. Douglas Anderson et James McCoyer ont notamment conclu à la relation qui peut exister entre la faiblesse des institutions et le ralentissement des échanges extérieurs d'un pays. Alors comment ils expliquent cela ou cette relation? Tout simplement, ils vous disent que des institutions faibles vont accroître les incertitudes qui sont inhérentes aux transactions commerciales internationales et ils vont également accroître les risques tels que la corruption, le manque de respect des contrats et d'autres éléments qui peuvent freiner les échanges commerciaux d'un pays. Et de nombreux travaux empiriques ont abondé dans le même sens. Et dernièrement, il y a une thèse qui a été soutenue par un jeune chercheur sénégalais, Hamidou Bari, qui explique comment la qualité des institutions dans un certain nombre de pays de l'Afrique subsaharienne peuvent expliquer la réussite de la stratégie d'internationalisation de leurs entreprises ou encore les performances de ces entreprises à l'international. Ce matin, on a écouté le président de Outsourcia qui nous disait qu'au Maroc, on n'a pas une stratégie pour accompagner les entreprises marocaines qui veulent acquérir des entreprises étrangères. Voilà un problème institutionnel. On n'a pas d'institution dédiée à ce type d'action. Mais en revanche, on a eu l'exemple de la COSUMAR qui nous a démontré que grâce à l'accompagnement d'un certain nombre d'institutions, ils ont pu améliorer leur performance à l'export puisque le délai des formalités a été réduit de plusieurs mois à 48 heures. Ça a été dit tout à l'heure. Les relations, ou plutôt la relation entre les institutions et la marque pays, voilà, donc c'est un petit peu le thème central. Et je voudrais rappeler simplement qu'il y a des chercheurs qui aujourd'hui sont considérés comme les fondateurs du concept Nation Brand, ou marque pays, qui se sont intéressés au lien entre le dynamisme des institutions, la qualité de leur performance, leur fiabilité et la réussite des marques pays. On a l'exemple de Ying Fan, mais pas seulement, l'exemple aussi de Simon Anholt. Simon Anholt, aujourd'hui, c'est un des spécialistes du marketing territorial. C'est quelqu'un, par exemple, qui a conseillé dans leur stratégie de déploiement de la marque pays, des pays comme le Royaume-Uni, comme la Suisse ou encore la Nouvelle-Zélande. Alors pour lui, effectivement, il y a un lien entre la marque pays et la performance de son système juridique, économique et social. L'architecture institutionnelle de notre pays, on le sait, notre pays a fait des avancées très grandes en matière d'édification d'un dispositif institutionnel pour accompagner son processus de développement et son processus d'émergence. Et aujourd'hui, bon, je cherchais vraiment un mot de conclusion, et, parce qu'il y a plusieurs scénarios pour conclure, et la conclusion m'a été inspirée par le mot de la fin du dernier intervenant du panel numéro 1, qui avait dit « il ne faut s'engager que sur des promesses que vous pouvez tenir ». Et comme la marque, c'est aussi un ensemble de promesses, moi, je pose la question, une fois qu'on aura mis en place, j'espère, cette stratégie de marque pays, cette stratégie de Made in Morocco, il faudra se poser la question, est-ce que nos institutions sont en mesure de délivrer ces promesses de la marque Made in Morocco? Merci. Voilà, nous y voilà donc pour ce troisième panel. Merci beaucoup madame, en tout cas pour votre exposé. Nous allons donc parler de la marque Afrique, puisqu'on parle du Maroc comme catalyseur
de la marque Afrique. Je vous présente donc nos panélistes. Il y a donc au bout du panel, là, il y a monsieur Abdou Diop, qui est le managing partner de Mazars et qui est président de la commission Afrique de la CGEM, c'est-à-dire le patronat marocain. Bienvenue, merci d'être avec nous. À ses côtés, monsieur Aziz Alami, qui est le directeur de l'OFEC, c'est-à-dire l'association marocaine, l'Office des foires d'exportation de Casablanca. Merci d'être avec nous. À côté de lui, monsieur Mossadegh Bali, le PDG de Azalai Hotel, qui nous vient du Mali. Et enfin, monsieur Joël Rué, qui est lui président de l'Observatoire des émergents. Pardon. Excusez-moi. Voilà, l'Observatoire des émergents. Donc, on l'a dit, Maroc, catalyseur de la marque Afrique. Alors, catalyseur, vous savez tous ce que ça veut dire, un catalyseur, c'est un élément chimique qui permet d'activer un processus chimique, une réaction chimique, sans en faire réellement partie. Donc, le Maroc serait un petit peu un élément qui permettrait justement aux autres pays africains de pouvoir s'enclencher, de pouvoir s'engager dans cette dynamique de la création de marques. Est-ce vrai? On le verra à travers les témoignages et les interventions des différents participants. Donc on va essayer de comprendre ça. Alors moi, ça m'a fait penser à une distinction qui a été évoquée lors des précédents panels de la matinée, où on nous a bien attiré notre attention pour dire qu'il faut faire la différence entre précurseur et leader. Alors le Maroc, qui est sans doute précurseur dans l'Afrique francophone sur le travail sur cette politique de marque pays, est-ce que pour autant de précurseur, elle pourrait devenir leader? À quelles conditions? Eh bien, on va essayer de le comprendre. On commencera par vous, donc monsieur Abdou Diop. Je rappelle, donc vous êtes le managing partner de Mazars. Vous allez nous expliquer en quelques mots ce que c'est Mazars, vraiment en résumé, parce que la plupart des gens vous connaissent, un cabinet de conseil très connu ici sur la place. Et à partir de là, nous dire, justement, vous qui êtes là à l'intermédiation entre les entreprises marocaines et le marché africain, le marché subsaharien, pour être précis, est-ce que de ce point de vue, le Maroc, en tant que précurseur d'une réflexion et d'une dynamique de marque pays, se donne-t-il les moyens d'en être aussi le leader? Merci. Merci beaucoup, Eric. Merci à Maroc Export et à l'Institut Amadeus de m'associer à cet événement qui est pour moi très important parce que cette marque Maroc, on la vit au quotidien et je pense qu'elle n'est pas suffisamment mise en avant et donc c'est vraiment agréable de voir que d'éminents spécialistes sont invités pour en parler. Donc aujourd'hui, le Maroc, catalyseur de la marque Afrique, moi je pense que le Maroc a un rôle très important à jouer. D'abord, parce qu'il y a un certain nombre de facteurs de rayonnement de la marque Maroc qui aujourd'hui lui donnent une légitimité sur ce positionnement comme catalyseur de la marque Afrique. Je m'explique. Aujourd'hui, je pense que le Maroc comme hub africain, que ce soit en termes de transport, que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en termes de tourisme, lui permet d'avoir ce positionnement comme catalyseur de la marque Afrique, parce qu'il y a quand même une légitimité par rapport à beaucoup de pays européens. Il y a aussi un second élément qui est très important. Le Maroc a un certain nombre d'ambassadeurs qui portent haut la marque Maroc et de ce fait lui donne une légitimité sur la marque Afrique. Et en premier, je crois que le roi du Maroc, le roi Mohamed VI, est le premier ambassadeur de la marque Maroc, mais aussi de la marque Afrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, moi je me rappelle lors d'une visite du président Macky Sall au Maroc, à l'époque j'étais président de la communauté sénégalaise et on les organisait pour venir accueillir le président Macky Sall. Et la première question que me posaient beaucoup d'entre eux, c'est pas est-ce qu'on pourra voir Macky Sall, mais est-ce qu'on aura l'occasion de voir le roi Mohamed VI. Donc ça démontre qu'il y a il y a un rôle très important qu'il a joué ces dernières années qui donne cette position à la marque Maroc. Mais bien entendu, il n'y a pas que ça. Il y a derrière un certain nombre de choses. Il y a des vecteurs de la marque Maroc. Un Karim Mahal est un vecteur de la marque Maroc au sein du continent. Les projets d'infrastructure, un projet Nour est un vecteur de la marque Maroc, mais est également un vecteur de la marque Afrique. Parce que quand on parle de Nour, qui est une réalisation très importante au Maroc, on dit aussi en Afrique et dans le monde arabe. Donc c'est très important aujourd'hui. Il y a un positionnement très fort qui fait que le Maroc a cette capacité de pouvoir être le catalyseur fort de la marque Afrique et on le voit au quotidien. Tout à l'heure,
Brahim Fassifiri parlait de Maroc figure de proue. C'est une réalité qui se vit au quotidien. Et bien sûr, il y a un certain nombre d'actions nécessaires, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste une marque jeune. Quand je dis jeune, c'est par rapport à, en tout cas, des marques usuelles, pays occidentaux, notamment colonisateurs. Donc ça reste jeune, une marque jeune sur le continent. Et qui dit marque jeune, dit aussi fragilité. Pourquoi fragilité? Parce qu'aujourd'hui, quand, pour citer certaines entreprises françaises, un Bolloré ou un Bouygues fait un projet dans un pays africain, c'est Bolloré, c'est Bouygues. Quand une entreprise marocaine ou une entreprise turque ou une entreprise chinoise fait un projet en Afrique, c'est une entreprise marocaine. Ce n'est pas A, B ou C, c'est les Marocains. Et donc ça crée une fragilité parce qu'il y a une... Tout à l'heure, on disait que nous sommes souvent, en tant qu'entreprise marocaine, des loups solitaires. C'est vrai que ce phénomène de loup solitaire crée une fragilité parce que chacun, et ça on est vraiment très vigilant sur cela au sein de la Confédération des entreprises marocaines, chacune des entreprises marocaines qui se déplacent sur le continent doit être consciente qu'elle est ambassadrice de la marque Maroc. Et malheureusement, les entreprises n'en sont pas suffisamment conscientes. Et donc, autant il est difficile de construire cette marque, autant il est très facile de la dégrader. Et une entreprise peut la dégrader. Donc il y a vraiment une conscience qu'on doit prendre sur cette fragilité de la marque et la nécessité de pouvoir très rapidement la détruire. Et donc il faut qu'on puisse s'organiser pour éviter cela. Et pour cela, il y a un certain nombre d'actions. Je pense qu'aujourd'hui, une des actions pour que le Maroc continue à avoir cette légitimité et à porter la marque Afrique, c'est qu'il faut déjà, on parlait tout à l'heure de coordination, je pense que la coordination, elle doit commencer par ses actions sur l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc intervient énormément sur le continent, à différents niveaux, que ce soit public, privé ou au niveau des fondations, des ONG. Il est important qu'on ait une vraie fédération, une coordination à travers un monsieur Afrique institutionnel ou une institution en charge de la coordination des relations avec l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel. Je ne parle pas d'institution au niveau de la direction Afrique des affaires étrangères, parce que c'est un rôle spécifique, mais il faut qu'on ait vraiment un positionnement institutionnel qui permette de coordonner ces actions pour, d'une part, capitaliser sur la marque, et d'autre part, éviter justement qu'il y ait des actions solitaires de dégradation de marque. Deuxième chose, pendant plusieurs décennies, le Maroc a annuellement formé des milliers d'étudiants africains. Si on fait le compte, durant ces 20 dernières années, il doit y en avoir au moins 100 000 qui sont aujourd'hui perdus dans la nature. Pourquoi perdus dans la nature? Parce qu'on n'a pas gardé une traçabilité, alors que c'est des vrais ambassadeurs potentiels de la marque Maroc. Certains sont devenus présidents de la République, d'autres sont devenus ministres, mais on n'a aucune traçabilité. Et le phénomène inverse se produit, c'est comme ils sont perdus de vue et à un moment ils perdent le lien avec le Maroc. Certains deviennent même des destructeurs de la marque Maroc, alors qu'on peut très rapidement en faire de vrais ambassadeurs, de vrais promoteurs de la marque Maroc à prix peu coûtant. Un troisième élément qui pour moi est très intéressant, il y a 2 ans lors du Forum Afrique Développement, Madame Mafiri a apporté un message très fort sur le Made in Africa. Je pense que ce Made in Africa dont elle a fait la promotion lors d'Afrique Développement il y a 2 ans, aujourd'hui, le Maroc, à travers justement Maroc Export, peut porter ce Made in Africa qui est un vrai label. Je pense qu'il y a des occasions formidables et je pense que c'est déjà dans le pipe. Je fais que peut-être anticiper sur des choses qui sont prévues. Aujourd'hui, le Maroc organise la rencontre des OPC mondiaux. C'est l'occasion de faire la promotion. Je pense qu'il y a des organismes de promotion de différents pays qui sont prêts, sous l'égide du Maroc, d'adhérer à ce label Made in Africa et à commencer à produire réellement des produits Made in Africa. Donc je pense qu'il y a un vrai potentiel. Le Maroc peut être un grand fédérateur de la marque Afrique, un gros catalyseur de la marque Afrique, mais il faut absolument qu'on puisse
éviter de tomber dans ces fragilités qui quand même sont là, parce qu'on est une marque qui reste jeune sur le continent, qui s'exporte depuis un certain nombre d'années sur le plan social et culturel, mais qui commence économiquement de s'exporter que depuis une dizaine d'années, si on oublie le commerce caravanier. Donc il est important qu'on puisse fédérer les actions, capitaliser sur les axes sur lesquels on a un potentiel. Et bien sûr, après, bon, c'est vrai que c'est aujourd'hui surtout axé sur l'Afrique francophone. Après, il y a un travail aussi qui est à faire sur l'Afrique anglophone, mais c'est une seconde étape. Mais déjà, en tout cas, sur une grande partie du continent, le Maroc porte bien la marque Afrique. Elle doit consolider cela à travers ces actions que je pense être très rapidement atteignables, puisqu'il y a cette légitimité qui est le fait du hub Maroc actuel, qui est une réalité. Pour compléter, merci beaucoup en tout cas, merci pour cette intervention. Voilà, pour compléter et profiter justement de votre présence, mais vous l'avez répondu déjà à ma première remarque, qui était quelle Afrique? Vous l'avez dit, en fin de compte, c'est surtout l'Afrique francophone qui est le résultat de son histoire, de sa géographie, bien sûr, Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, et peut-être juste que la zone CEMAC en Afrique centrale, parce que le Maroc n'est pas très agissant du côté de l'Afrique de l'Est et même pas en Afrique australe. Mais mon autre question, elle est relative à tous les débats qui ont lieu ce matin aussi sur la consolidation de la notion du concept de marque. Quand vous dites le Maroc a vraiment les atouts et commence déjà à le faire, et sur la voie justement de pouvoir être catalyseur de la marque Maroc. Ça c'est la vision, ça c'est le discours. Et les institutions, il y en a d'autres ici sur le panel qui peuvent en témoigner, quand une institution marocaine parle du Maroc, elle parle du Maroc comme pays africain. Mais en revanche, la population marocaine, moi je suis toujours parfois étonné de l'ambivalence. Ils disent on est dans l'Afrique, mais après ils disent nos amis africains. Est-ce que de ce point de vue-là, il n'y a pas un travail à faire aussi du côté de la population marocaine, de ce travail d'identification réelle et consciente au continent africain? Parfaitement. Hein. Vous touchez du doigt un élément qui est aussi très important. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un phénomène naturel qui va le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même, depuis 5 ans, un brassage de plus en plus important des populations, en tout cas en provenance d'Afrique subsaharienne, avec les populations marocaines. C'est un phénomène qui n'existait pas. Donc, c'est vrai qu'il y a 10 ans, tout le monde disait les populations d'Afrique subsaharienne connaissent mieux les Marocains que les Marocains ne les connaissent. Aujourd'hui, les choses commencent à bouger. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un travail, il y a un double travail, un travail de sensibilisation très fort au niveau des populations marocaines pour effectivement comprendre qu'aujourd'hui, le Maroc est à un stade d'émergence où ce phénomène migratoire ne va pas s'arrêter, mais va s'amplifier, hein, comme à un moment ce qu'a vécu l'Europe ou ce qu'ont vécu d'autres pays. C'est une évolution normale vers l'émergence. Mais d'un autre côté, il faut aussi que cette sensibilisation soit faite au niveau des subsahariens pour qu'on puisse avoir ce mix qui permette réellement aux uns de comprendre les autres. Et ça me permet aussi de toucher un élément qui a été aussi très important au-delà de tournée royale, la décision de régulariser pratiquement l'ensemble des subsahariens qui étaient en situation irrégulière au Maroc a aussi joué très fortement dans cette consolidation de la marque Maroc dans les pays d'Afrique subsaharienne. Donc effectivement, je suis d'accord qu'il y a un travail à faire. Ce travail n'est pas uniquement au niveau des populations, il est aussi au niveau des entreprises, parce qu'il y a encore un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de loups solitaires qui n'ont pas encore compris qu'il faut traiter les pays d'Afrique subsaharienne d'égal à égal, qu'il faut avoir aussi cette connaissance culturelle pour intégrer les différences culturelles. Mais je pense que c'est un travail qu'il faut intégrer dans la démarche pour qu'on ait une vraie légitimité de ce Maroc catalyseur de la marque Afrique. Mais aujourd'hui, en tout cas, le plus difficile est déjà fait pour moi. Merci beaucoup, M. Diop. Merci. Alors, je me tourne vers vous, M. Aziz Alami, de l'OFEC. Justement, par rapport à cette question de la consolidation de la marque Maroc, et qui, dans son élan, pour être le catalyseur d'une marque Afrique, vous, à votre niveau, vous organisez des centaines d'expositions, de foires ici à Casablanca,
qui est devenu donc ce hub, hein, où tout le monde vient, à la fois de l'Europe et puis de l'Afrique subsaharienne. Et la plupart, justement, de ces foires qui sont organisées ici au Maroc, prennent le label africain. Donc, foire africaine, je sais pas moi, des nouvelles technologies, celle qui va avoir lieu prochainement, l'ITEX, on s'est rencontrés d'ailleurs à cette occasion, ou forum des assureurs africains. Donc, le label africain est chaque fois mis en avant. Mais est-ce qu'au-delà de l'effet marketing, je veux dire, il y a vraiment une participation, une co-définition des thématiques et un travail en partenariat lors de ces événements, ou alors c'est juste une caution où on aura 2 Sénégalais et un Malien qui viendront et pour pouvoir avoir le label africain? À mon tour, je voudrais remercier Maroc Export et l'Institut Amadeus pour l'invitation et pour me permettre de prendre la parole au sein de cette honorable assistance. Je voudrais revenir un peu en arrière, si vous permettez, juste pour positionner un peu le secteur, parce que c'est un secteur très particulier. Je vais vous faire un témoignage. Il y a 4-5 ans, on avait lancé un concept qui s'appelait Marca Mribia, marque marocaine. Et en faisant le recrutement des entreprises, je suis tombé sur N entreprises qui nous disaient, écoutez, notre problématique, on comprend le concept, mais on conçoit mal comment est-ce qu'on va présenter une marque marocaine, même si nous sommes une marque marocaine, alors que toute notre démarche marketing est faite pour que justement le client final, le citoyen lambda consommateur, ne ressente pas, ne sache pas que c'est une marque marocaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y avait pas cette prise de conscience collective de l'importance de la marque marocaine. Et donc du coup, il faisait tout son effort marketing pour garder cette interprétation étrangère. Et plus vicieux encore, j'ai vu des cas où l'on a créé des sous-produits avec une connotation marocaine pour mieux valoriser le même produit qui sort de la même chaîne de distribution, qui lui est vendu sous un label qui a connotation étrangère alors qu'il est, marocain. Autant je peux le concevoir, comme a parlé tout à l'heure le responsable de Outsourcia, quand on a affaire à une clientèle internationale. Mais là, c'était la clientèle marocaine. Ça veut dire qu'au Maroc, on parlait marque allemande, marque chinoise, et on faisait la marque française, marque italienne, et on faisait la qualité, on parlait de la qualité en fonction de l'origine, mais jamais de la marque marocaine. Jamais on ne citait la marque marocaine. Deuxième élément important que nous avons dans notre métier, c'est que nous sommes un excellent observatoire horizontal. Nous recevons dans différentes manifestations tous les secteurs. Et nous avons à la fois une vision sur ce qu'est le secteur, mais aussi sur l'image qu'a ce secteur, à la fois au niveau national, mais aussi à travers les internationaux exposants ou visiteurs qui sont là. Pourquoi je fais ce petit rappel? Pour dire que tout en étant une institution qui est très ancienne. L'origine de l'Office des foires et des expositions, c'est la Société des foires qui est née en 1935. Donc vous voyez que ça fait quand même beaucoup de temps. Entre-temps, elle est passée par différentes phases. Et aujourd'hui, on est dans le démarrage de quelque chose qui peut être effectivement catalyseur de cette marque africaine. On est au démarrage d'un repositionnement de ce secteur sur l'accompagnement des différentes stratégies sectorielles, donc des différentes offres sectorielles nationales, mais aussi en se positionnant sur un partenariat privilégié, et j'insiste sur le terme partenariat parce que c'est ce qui fait la force de l'offre Maroc dans la relation avec l'Afrique. C'est qu'on est dans un partenariat privilégié qui permet effectivement d'échanger de l'expertise et de partager cette expertise pour permettre l'émergence de ce secteur, non pas uniquement au Maroc, mais dans tous ces pays-là, avec lesquels nous sommes en relation. Et c'est ça, cette démarche, nous ne sommes pas du tout dans des acquis tels que ce qui est arrivé au niveau du banque, nous sommes vraiment au début du processus. Si on se rappelle le début du processus d'une banque tel que Tijari, quand elle s'est implantée pour la première fois au Sénégal, pour ceux qui ont suivi, il s'agissait d'implanter un bureau de représentation dans un petit garage
avec un bonhomme qu'on appelait à l'époque le mercenaire, et c'est comme ça que ça a démarré. Nous sommes, je ne dirais pas à cette phase, mais presque à cette phase. Nous sommes en train de repositionner le secteur à la fois à ce niveau-là, à l'échelle nationale et à l'échelle africaine. Tout simplement parce qu'on a identifié effectivement un réel potentiel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Maroc est la première plateforme africaine sollicitée pour les expositions. Et c'est important, alors qu'en infrastructure, par exemple, nous sommes en 7e position. Donc nous avons un retard à combler au niveau des infrastructures. Par contre, aujourd'hui, nous connaissons les marques mondiales de salons. Nous parlons du Jaitex, nous parlons du Batimat, nous parlons du Cebit, nous parlons... Par contre, aujourd'hui, nous commençons à voir émerger, et c'était tout l'effort que nous avons fait pour accompagner, d'abord nous restructurer et commencer à faire émerger nos propres marques, mais aussi accompagner le secteur privé pour faire émerger des marques qui peuvent donner l'exemple. Aujourd'hui, nous avons le Salon international du bâtiment qui a 30 ans d'existence et qui aujourd'hui commence à s'imposer. Nous avons le Forum de l'étudiant qui a commencé depuis 2 ans à faire des tournées africaines et aujourd'hui, il se déploie dans 5 pays, 6 pays en Afrique et il commence à être visible. Avant, on était obligé d'aller pour défendre le domaine de la formation, d'aller prendre des postes, des positions dans des salons internationaux. Aujourd'hui, nous défendons la marque salon africain pour qu'il puisse, pour faire émerger des marques africaines de salons sans être obligé de prendre des positions dans des salons mondiaux. C'est à cet effet que nous avons commencé à établir des partenariats et c'est pour ça que je parle de partenariat. Lorsqu'on a par exemple réalisé clé en main, on a livré clé en main l'exécution et le montage de la foire internationale de Bamako, quand elle a été ressuscitée après tout ce qui s'est passé au Mali, ben, on a réellement travaillé avec nos partenaires locaux, notamment la Chambre de commerce du Mali, pour repositionner ce salon dans sa configuration globale, puisque c'était une foire commerciale, c'est devenu un salon sectoriel. On est parti d'un terrain nu et on a monté toute l'infrastructure, y compris l'accompagnement dans l'achat des infrastructures, etc., jusqu'à la livraison du salon clé en main. Et ce qui a été énormément apprécié et salué en son temps par M. le Président du Mali, pour dire que les Maliens, et c'était sa propre déclaration, étaient heureux de voir que le Maroc offrait au Mali exactement la même qualité de ce que lui avait vu dans le Siam de Meknès. Donc on est dans cette dynamique. Idem, tout à l'heure mon ami a parlé du type de déclaration que nous entendons. Nous avons eu un officiel qui nous a dit lors de la visite de notre roi qui était accompagné avec de notre président. C'est une appropriation institutionnelle, c'est quand même c'est un terme très fort. Notre roi avec notre président. Ce sont des mots très forts qui montrent que, effectivement, attention, c'est un vrai partenariat et non pas un positionnement ni de leader, ni d'exportateur. On est vraiment, et je pense que c'est la force de la proposition marocaine. Idem, cette expertise qui est avérée commence à être sollicitée pour être partagée avec plusieurs pays. Nous avons fait la foire internationale d'Abidjan et nous allons très bientôt, au mois de septembre, faire la foire de l'artisanat avec nos amis de Côte d'Ivoire. Cette expertise, je crois que ce qui est important, c'est qu'on puisse en faire émerger une offre nouvelle qui sort des standards mondiaux. Lorsque une entreprise va à Batimat, et c'est une entreprise, elle va chercher des donneurs d'ordre au sein de milliers de personnes, de millions de personnes qui sont en train de chercher ces donneurs. Aujourd'hui, Sa Majesté, et je pense que c'est là notre mot d'ordre, c'est que l'Afrique doit permettre le développement de l'Afrique. L'Afrique doit participer au développement de l'Afrique et nous essayons d'agir dans ce sens à travers le métier spécifique que sont les foires et salles. Merci beaucoup.
Je voudrais juste une présidente. Quand vous dites une offre qui sort des standards mondiaux, tout à l'heure on le disait, il faut aussi promouvoir une culture qui pousse à être au niveau, si pas égal, même supérieur aux exigences justement mondiales. Quand vous dites les standards mondiaux, vous dites au moins au niveau technique, c'est être au moins aussi bon que les autres, mais trouver une différenciation marketing en quelque sorte. Exact. On ne parle pas de standards techniques. Je pense que là-dessus, la labellisation, la certification des données, etc., tout ça, c'est des choses sans lesquelles, si elles ne sont pas là, on ne peut pas prétendre avancer dans ce secteur. Par contre, quand on dit standards mondiaux, le Maroc et aujourd'hui, même l'Afrique en général, toutes les études nous montrent qu'on ne va pas se positionner sur des salons mondiaux. On ne va pas créer des marques mondiales de salons. Nous sommes sur des marques de salon qui permettent l'accompagnement du développement africain. Et c'est ça, je crois, que ce qui est important pour nous, parce que nous restons dans cette dynamique d'outils de promotion des différents secteurs. Et c'est cette différenciation sur laquelle j'insiste. Merci beaucoup. Ok. Alors, autre orateur, et non des moindres, Monsieur Mossadegh Bali, PDG du groupe donc Azalai Hotel, bien connu puisqu'il a développé toute une chaîne hôtelière, une success story africaine qui nous vient du Mali. Donc on quitte le Maroc, on va justement en Afrique. Le regard d'un entrepreneur africain. On est en Afrique, hein, Eric. Oui, c'est vrai. Je me suis fait avoir moi-même. Je me suis fait avoir, tu as très bien dit, Abdou. Tu m'as très bien eu, tu as raison. Mes excuses. On reste en Afrique, on descend au sud du Sahara, voilà. Mais c'est à force d'être au Maroc que j'ai fait ça. Non. Alors, monsieur, à Tombouctou, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Alors, dites-nous justement, de par votre expérience, est-ce que les relations historiques, culturelles entre le Mali et toute cette région, bien sûr, et le Maroc, est-ce que le Maroc pourrait réellement être le catalyseur de cette marque Afrique? Est-ce que vous, par exemple, dans le branding de votre chaîne hôtelière, est-ce que à travers le branding de votre chaîne hôtelière, une chaîne africaine, est-ce qu'il y a des partenariats qui se sont noués avec des acteurs marocains du secteur aussi? Pas encore, mais j'espère que ça va venir. D'abord, je tiens à remercier Madame Maroc Export et l'Institut Amadeus pour cette invitation. Je vais finir par élire domicile à Casa parce que je viens souvent à Casa. Et chaque fois que je viens, mes amis, bien sûr, me demandent alors à quand un hôtel Azalai à Casa. Donc je finirai peut-être par installer un hôtel Azalai ici à Casa. Je pense que la question, en fait, elle ne devrait même pas se poser, en tout cas en ce qui concerne, je dirais, l'Afrique de l'Ouest, parce que comme vous l'avez mentionné, comme beaucoup d'orateurs l'ont mentionné, les relations culturelles, économiques, culturelles sont séculaires et très anciennes entre le Maroc et cette partie de l'Afrique au sud du Sahara. Moi-même, j'en suis le pur produit puisque mon grand-père maternel vient de Goulémine. Il faisait son commerce entre Goulémine et Tombouctou. Il a fini par s'installer à Tombouctou. Et ma mère est issue de cette installation. Donc vous voyez un peu les liens qu'il y a entre le Maroc et une partie de l'Afrique au sud du Sahara. Ensuite, des relations économiques très anciennes. Petite anecdote, la Banque de développement du Mali a été à un moment de sa vie en faillite. Et à l'époque, le général Moussa Traoré, qui était le président du Mali, a envoyé une délégation voir le roi Feu Hassan II. Dans cette délégation figurait d'ailleurs mon père. Et c'était pour négocier le sauvetage de la BDM. Et en raison justement de ces relations historiques, immédiatement, Feu le roi Hassan II a donné des instructions à la BMCE, qui était en ce moment une banque publique, pour sauver la BDM, pour non seulement rentrer dans le capital de la BDM, mais aussi la gérer. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la BDM est la plus grosse banque du Mali et qui d'ailleurs aujourd'hui aussi est en partie dans le portefeuille de la BMCE.
Donc c'est pour vous dire que pour moi, c'est une question qui ne se pose même pas. Peut-être qu'à un moment donné, je dirais, ce rôle de catalyseur que le Maroc jouait, en tout cas pour cette partie de l'Afrique au sud du Sahara, n'était pas si prononcé, si évident, ou a été plus ou moins abandonné. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, des pays du Maghreb, notamment le Maroc et la Tunisie, se sont tournés plutôt vers le nord, dû au fait que les relations économiques avaient pris le pas sur ces relations séculaires et ancestrales. Ce qu'on comprenait, il y avait le boom du textile et tout ça, les entreprises européennes délocalisées vers le Maghreb, et donc ces relations économiques ont pris le pas. Mais je pense que de tous les pays maghrébins, le Maroc, grâce bien sûr à la vision du roi, a été le premier à comprendre que l'avenir c'était plutôt de s'orienter vers le sud et de remettre le Maroc dans son rôle de catalyseur de cette partie de l'Afrique au sud du Sahara. Et donc très rapidement, lui-même, il a pris son bâton de pèlerin et il a amené avec lui, je dirais, des capitaines d'industrie que sont essentiellement les banques. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce rôle de catalyseur est sur le devant de la scène et c'est tant mieux ainsi, puisque tellement de choses nous lient au Royaume du Maroc. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer ce rôle-là? Je dirais qu'à la suite, si on parle d'armée, à la suite du génie militaire que représentent les trois grandes banques, la BPCE, la BMCE et puis Attijari, qui ont ouvert la brèche, il faudrait maintenant qu'il y ait plus d'entrepreneurs, de PME marocaines à la suite de ces grandes entreprises que ces PME-là aillent s'installer en Afrique au sud du Sahara. Je crois que c'est ça qui va renforcer ce rôle-là. Donc, beaucoup de PME, mais aussi, et ça on le déplore, je trouve qu'il n'y a pas assez d'échanges culturels. On devrait voir plus de troupes marocaines, plus d'échanges entre les jeunes, faire des camps de jeunes. On a parlé Diop a parlé de la population marocaine qui ne connaît pas bien les populations subsahariennes. Je crois que la meilleure façon, c'est d'envoyer beaucoup de jeunes Marocains visiter ces pays-là, faire des camps de vacances, ou les envoyer, par exemple. Pourquoi est-ce que le Maroc ne créerait pas ce que les Français avaient créé dans je ne sais pas si ça existe, qu'on appelait le VSN. Le Maroc pourrait créer son service VSN, prendre des jeunes diplômés, les envoyer travailler dans des entreprises au sud du Sahara. Comme ça, ces jeunes-là vont revenir et vont mieux comprendre les cultures, les économies de ces pays-là. Donc, échange culturel aussi. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'échanges culturels pour renforcer ce rôle de catalyseur. Il faudrait aussi que le Maroc puisse mieux vendre la destination Maroc en elle-même, parce que comme on a dit ce matin, la marque c'est un tout, c'est du contenu et du contenant. Pour quelles raisons les élites africaines, en tout cas dans ces pays-là en Afrique de l'Ouest, qui sont majoritairement francophones, pour quelles raisons leurs élites vont passer leurs vacances à Paris ou à Bruxelles, alors que tout ce qu'on trouve à Paris, on le trouve au Maroc aujourd'hui, beaucoup moins cher, de bien meilleure qualité d'ailleurs, avec un accueil, avec le soleil et tout. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose, il y a une mine ici qui devrait être explorée. Un travail que font, je dirais, le génie, donc ces trois banques-là, c'est aussi de brasser les équipes. Lorsque les entreprises marocaines vont en Afrique au sud du Sahara, il faut être assez courageux pour brasser des équipes. Envoyer des compétences marocaines, travailler dans des entreprises marocaines en Afrique au sud du Sahara, mais aussi envoyer des jeunes Africains subsahariens travailler ici, acquérir de la compétence, et comme ça on brasse les équipes. Et dernier point, je suis tout à fait d'accord avec M. Ghorfi. C'est bien, on a parlé de 100 000 étudiants qui ont été formés ici, il faut accroître cela. Ça, c'est pour moi le meilleur vecteur pour le Maroc de jouer ce rôle de catalyseur, au lieu que les jeunes aillent aux États-Unis, au Canada, c'est loin, ça coûte beaucoup plus cher que le Maroc.
il faut être encore beaucoup plus, je dirais, agressif. Certains pays comme la Tunisie le font bien d'ailleurs. Les universités tunisiennes se vendent bien en Afrique au sud du Sahara, alors qu'on connaît la qualité et on le voit d'ailleurs dans les rankings, les meilleures business schools africaines sont au Maroc ici. Donc chaque année dans le ranking qu'on lit, les meilleurs sont ici. Donc là aussi, effectivement, c'est une piste, à mon avis, qu'il faut explorer pour accroître ce rôle de catalyseur. Donc voilà à peu près ramassé ce que je peux dire. Pour moi, c'est une question qui ne se pose même pas. Donc ce réveil du Royaume du Maroc à travers cette vision de son roi et toutes les équipes maintenant qui travaillent à opérationnaliser cette vision, on commence à le sentir. J'étais à un dîner hier soir du CEPS et j'étais tellement content d'entendre que le premier investisseur en Côte d'Ivoire en 2015 a été le Maroc. Il y a vraiment un changement de paradigme. Il y a quelques années, c'était forcément la France. Aujourd'hui, c'est le Maroc. Donc je pense que ce rôle de catalyseur, à mon avis, a bien démarré et on ne peut que s'en féliciter. Merci beaucoup. Oui, mais justement, j'allais vous passer la parole, Monsieur Rué, patientez encore un petit peu. Je vais vous passer la parole parce que ce que M. Moussadek Bali a dit, c'est très important. C'est-à-dire, pour l'instant, ce qui se fait, il y a eu les précurseurs, ces grands groupes, ces champions marocains, mais au niveau des PME, PMI. C'est une remarque qu'on entend souvent d'ailleurs dans le public. On organise des grands forums ici, vous l'avez dit, Afrique Développement ou autres. Quelques chefs d'entreprise africains viennent, ils passent 3 jours, mais après il y a très peu de suivi. Il y a très peu de joint venture, de coopération qui se mettent en place. Alors vous êtes au patronat marocain, c'est votre responsabilité, Monsieur Diop. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Effectivement, donc c'est vrai que comme je disais, la marque a une certaine fragilité. Donc il faut faire ce qu'on promet. C'est vrai qu'à un moment, on a beaucoup reproché aux entreprises de venir en délégation, de signer des accords et ensuite de disparaître et rien ne se passe. Mais depuis un certain temps, depuis 2 ans maintenant, il y a plusieurs actions qui ont été menées. Et il y a 2 ans, une première action, c'est le comité de suivi des accords. Aujourd'hui, tous les accords sont suivis et au plus haut niveau. C'est des instructions de Sa Majesté et c'est suivi au plus haut niveau. Tous ceux qui ont signé des accords, les accords sont inventoriés et il y a un reporting qui était mensuel, maintenant qui est trimestriel, de suivi des accords. Et il y a le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances qui font tous les 3 mois une tournée dans les pays pour, entre guillemets, faire l'audit et s'assurer que ces sujets-là sont traités. D'ailleurs, récemment, on était en Guinée avec tout un ensemble de délégations pour faire l'état des lieux de tous les accords et voir les points de blocage. Donc, justement, c'est pour éviter cette fragilité de la marque Maroc. Autre chose aussi très importante, l'année dernière, lors de la tournée de Sa Majesté, on a mis en place ce qu'on appelle les groupes d'impulsion économique. Ça a commencé avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire, où on met ensemble les décideurs publics et politiques. Donc c'est présidé par les ministres des Affaires étrangères des 2 pays et les patronats des 2 pays, et on identifie tous les secteurs où il y a de la coopération existante ou potentielle, et on met à la tête de chaque secteur un groupe de travail où il y a le patronat, un représentant du patronat marocain et un représentant du patronat du pays. Et ce groupe de travail traite tous les sujets, que ce soit les freins qui existent, les leviers pour accélérer la coopération, comment faire émerger aussi des acteurs régionaux. Parce que M. Bali, ce qu'il a dit est très important, mais pour que ça soit durable, il ne faut pas que les entreprises, les investisseurs marocains investissent dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Il faut aussi que des Moussadek Bali, des Aliko Dangote, des Chris Kiroubi viennent investir au Maroc. C'est ce qui va permettre la durabilité et de ne pas considérer que ce n'est que dans un sens. Et c'est pour ça qu'on insiste. Et au niveau de la CGM, on est très conscient de cela et on fait tout pour justement pousser à cela. Récemment, vous avez entendu les rapprochements qui se sont faits entre Aliko Dangote et l'OCP sur Jorf Al Asfar. Et il y a un travail qui est fait parce que c'est ce qui permet de la durabilité. Et pour parler des PME, vous savez, en fait, on fait beaucoup de communication sur les tournées royales. Mais on ne fait pas suffisamment de communication, c'est volontaire, sur tout ce qui est fait par Maroc Export.
Maroc Export envoie annuellement, je ne peux pas donner le chiffre, mais des centaines de PME aller sur différents pays. Et ça, c'est très important. Parce que c'est vrai qu'on communique beaucoup sur les tournées royales, sur les grands groupes, mais il y a beaucoup de PME qui y vont. Aujourd'hui, il y a, je pense, plus d'une centaine qui vont partir dimanche sur 3 pays. Certains, c'est en partenariat avec une banque, d'autres en partenariat avec des associations professionnelles. Il y a même des start-up, il y a du tout. Donc il y a beaucoup de missions qui sont faites, il y a beaucoup de choses qui se font, mais bon, c'est moins médiatisé. Maintenant, l'Afrique est énorme. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, on a aussi un tissu de PME, entre guillemets, qui se cherche. Il y a beaucoup de PME qui ont aussi besoin déjà de se développer sur le marché local. Donc ce potentiel exportable, il n'est pas aussi inextensible. Et les pays, bon, c'est vrai que souvent c'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire, parce qu'on tâte le terrain le plus proche, mais ça se fait dans le temps. Il faut qu'on laisse le temps au temps, qu'on essaye de voir à travers ces groupes d'impulsion comment accélérer. Mais je pense qu'il y a un travail qui est fait. Maintenant, moi, franchement, aujourd'hui, le grand credo, c'est qu'on puisse faire le sens inverse aussi, amener de grands investisseurs qui ont leur marque. Je serai heureux le jour effectivement où j'aurai un hôtel Azalaï au Maroc. Ça voudra dire que M. Bali a été finalement convaincu de venir investir. Et aussi un autre élément qui est très important et sur lequel on travaille avec certains groupes marocains, c'est que l'un des premiers actes qu'a fait Vivendi lorsqu'ils ont racheté Maroc Télécom, c'est de coopter le directeur général de Maroc Télécom dans le conseil de Vivendi. C'est un message fort. Aujourd'hui, il faut qu'on passe à la deuxième étape de ces champions nationaux qui, pour justement ancrer leur positionnement africain, commencent à coopter dans leur conseil d'administration au niveau du siège des cadres, des dirigeants de leur filiale africaine. Et là, on aura vraiment cette vraie imbrication et on aura ce Maroc qui définitivement sera le porte-drapeau de la marque Afrique. Merci beaucoup, très intéressant. J'imagine que ça va susciter aussi de nombreuses questions, peut-être même pratiques, au sein du public tout à l'heure quand on va faire le Q&A. Alors je passe vers vous, Monsieur Joël Ruet. Je ne vais pas dire que là on quitte l'Afrique pour aller ailleurs, pas du tout, parce que justement, je sais que vous êtes africain dans l'âme et africain toujours. Hein, voilà, exactement. Président donc de l'Observatoire des émergents, vous êtes un chercheur, quelqu'un qui observe les marchés émergents, notamment la Chine, l'Inde, mais pas seulement. Alors, 2 questions. On parle beaucoup donc de cette marque Maroc, catalyseur de la marque Afrique, l'élan du Maroc vers au sud du Sahara, donc du continent. Il y a récemment une visite royale, une visite officielle du roi en Chine. Il y a eu un accord stratégique, un partenariat stratégique qui a été signé. Quelles pourraient être les conséquences justement de cet accord entre la Chine et le Maroc pour justement l'Afrique subsaharienne? Est-ce que ça aura des incidences sur ce que fait déjà le Maroc avec le sud du continent? Et est-ce que le Maroc pourrait s'inspirer de ce que la Chine a fait ou de l'Inde en termes de marque pays dans sa démarche justement de consolidation de sa marque? Je vous remercie de cette question. Je voudrais d'abord évidemment remercier chaleureusement Maroc Export et Brahim Fassifiri qui sont des marques pays seuls. Et je suis très content que vous me posiez cette question. Je préférerais y répondre en tant qu'Africain, si vous voulez, puisque j'ai l'honneur de représenter seulement une organisation qui compte certes des chercheurs, mais aussi des praticiens, qui viennent d'Afrique, dont le Maroc, qui viennent d'Inde, qui viennent de Chine, qui viennent d'Europe. On a un ADN de naissance qui est véritablement international. Ça, c'était le premier point. Je pense que c'est important de préciser la positionnalité. Alors, sur la question que vous posez, c'est intéressant parce que ça revient finalement à la question de la marque pays comme point d'entrée, comme porte d'entrée. Et dans les deux sens, j'allais dire. Je suis très sensible à ce qui a été dit par Abdou Diop. Il faut qu'il y ait des échanges dans les deux sens. Et c'est à ce moment-là que le Maroc va être plus qu'un catalyseur. Parce qu'un catalyseur participe à la réaction, et puis la réaction se fait, et puis le catalyseur se retrouve tout seul. Et c'est pas du tout ce que veut faire le Maroc. Bon. Alors, beaucoup a été dit sur ce qu'est une marque pays. Je ne vais pas y revenir, mais j'ajouterai un point. Au-delà du socle qui est d'avoir une économie émergente,
Pour moi, le Maroc est un émergent, je l'ai déjà dit, j'ai eu l'occasion de le dire à Tanger, je l'ai dit à Dakhla en novembre, je l'ai redit à Dakhla en décembre, et je l'ai même redit à Dakhla pendant qu'il y avait un certain rapport aux Nations Unies, tout ça n'est pas un hasard. Au-delà de ça, au-delà de cette émergence-là, basée sur une cohérence dans le temps, cohérence entre les secteurs, il y a un argument en plus, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme, si vous regardez du côté asiatique, c'est ça qui a fait émerger la Chine. Vous discutez avec des interlocuteurs chinois, vous montez des affaires avec des interlocuteurs chinois, vous observez ce qu'ils font, vous les conseillez, ils sont enthousiastes. Ça marche pas, on trouvera toujours une solution, mais il y a un enthousiasme. L'Inde, quand est-ce que l'Inde a émergé? L'Inde a émergé quand elle a en effet commencé à acheter des entreprises. Elle avait déjà émergé avant, il y avait déjà une marque Inde, simplement les gens ne le reconnaissaient pas. Le reste du monde ne le reconnaissait pas. Et aujourd'hui encore, vous avez des grands pays, dont un grand pays dont je viens de naissance, là, qui a du mal à reconnaître la marque indienne, par exemple, qui commence à reconnaître la marque Maroc par proximité, mais qui ne voit pas nécessairement les choses. Ces pays-là, les pays du Nord, vont voir que vous avez une marque pays dans une économie émergente lorsque vous avez un enthousiasme. Et cet enthousiasme doit parfois se présenter de manière agressive, au sens économique du terme, par des OPA, par des actions, etc. Ratan Tata, en 2005, avait dit « C'est le moment pour l'Inde de passer de petites initiatives incrémentales à des actions ambitieuses. » Bold, il disait en anglais. Un an après, il est nommé par le Premier ministre indien président de la marque Inde. Et donc c'est quand vous avez eu ce genre d'initiative, si vous voulez, que l'Inde a été reconnue. Sur la marque Maroc, moi je crois que c'est très important. Je crois que les banques marocaines qui ont été présentes, qui sont allées en Afrique, dans le reste de l'Afrique, ont contribué à ce que cette marque Maroc émerge. Le fait que la COP22 soit déroulée, se prépare au Maroc, et que ce soit pas juste simplement la COP22, que ce soit pas la COP de l'action après la COP21 bien sûr, mais aussi le début d'un nouveau cycle de COP qui va être tourné vers l'adaptation, vers de l'innovation, etc., va permettre que la marque Maroc émerge complètement. Une fois que ceci est posé, si vous voulez, qu'est-ce que les grands pays asiatiques voient dans le Maroc? Alors je vais témoigner un petit peu, puisque j'ai passé quelques années, j'ai travaillé pendant quelques temps avec un des membres du Conseil monétaire chinois, puis quelques temps avec des administrations indiennes. Vous avez là des économies émergentes qui observent l'Afrique, qui observent un certain nombre de l'ensemble du continent africain et un certain nombre de points d'entrée possibles dans ce continent africain depuis un certain nombre d'années. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans que l'Inde et la Chine observent l'Afrique. Je rappelle que le premier sommet Inde-Afrique était antérieur au premier sommet Chine-Afrique. Ensuite, il y a eu une parenthèse, mais il y a eu un retour. Donc, premièrement, la marque Afrique est observée depuis longtemps. Et l'Inde, comme la Chine, ont observé la possibilité de rentrer par plusieurs portes d'entrée. Elles ne vont pas en sélectionner une seule. La Chine a clairement sélectionné le Maroc. Pour répondre très concrètement à votre question, suite à la visite de Sa Majesté et à la déclaration de Li Keqiang, le Premier ministre, de mettre en place un fonds d'1 milliard de dollars pour l'investissement et l'industrialisation, c'est non seulement la marque du caractère prioritaire, mais du caractère, j'allais dire, élevé dans la chaîne de valeur. Il s'agit d'industrialisation. Bon. Ce qui, pour les Chinois, dans la logique chinoise et dans les ressorts chinois de l'émergence, est extrêmement important. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas regarder d'autres pays, mais ça veut dire que le Maroc est en effet positionné. Donc la marque Maroc, on y est aujourd'hui du point de vue de la Chine. On y est aussi du point de vue de l'Inde, parce que je rappelle que la délégation marocaine a été parmi la plus nombreuse, sinon la plus nombreuse au moment du sommet politique Inde-Afrique d'octobre. Et je rappelle qu'en mars, au mois de mars, tous les ans, depuis 15 ans, il y a le forum business qui est organisé par le patronat indien, et ils ont jusqu'au dernier moment souhaité que l'invité d'honneur soit le Maroc. Ça ne s'est pas fait pour un certain nombre de raisons. Je souhaite beaucoup, j'aimerais, ça me ferait très plaisir, et je sais que ça ferait plaisir aux Indiens qui sont des gens patients, qu'en 2017, l'invité d'honneur soit le Maroc pour qu'il y ait cette transformation. Donc je crois que ça va beaucoup changer les choses sur le fond. Maintenant, j'insisterai simplement sur cet enthousiasme. Et là, je viendrai nuancer mon propos ou venir dans le sens de ce qui a été dit, que savoir c'est encore une marque un peu fragile, pas le socle, mais la perception de l'enthousiasme, ce qui est très différent. Le socle, on le sait, ça fait 10 ans ou un peu plus, qu'il y a des politiques très cohérentes dans l'environnement, dans l'upgradation, dans la montée en puissance technologique au Maroc, etc. Tout ça, c'est su, c'est connu, etc. Mais
la Chine, l'Inde observent encore l'enthousiasme marocain, l'enthousiasme des investisseurs marocains pour venir investir en Chine ou en Inde, pour accompagner les entreprises indiennes ou chinoises à investir dans le reste de l'Afrique, et observent encore le dynamisme. Voilà. Et donc ils ont besoin de preuves, et ils ont besoin qu'entre un sommet politique et un sommet économique, on ne passe pas d'une délégation de 700 personnes à une délégation de 20 personnes. Ce qui a sauvé bien sûr la délégation marocaine au mois de mars 2016, c'est malgré tout que les entreprises marocaines présentes à New Delhi en mars ont été très proactifs. Ce sont les gens qui ont vraiment envie de faire des choses, et ce sont des gens qui ont aussi profité, qui ont compris qu'on est dans un monde global et qu'on peut projeter le dynamisme marocain quand on est à New Delhi, par exemple en allant travailler, discuter avec d'autres entreprises africaines, y compris des délégations venant d'Afrique anglophone. Donc voilà, pour faire simple, je crois que l'ensemble des ingrédients est là. Tout ce qui est le plus difficile à réaliser finalement, c'est le dur. Et on est aujourd'hui, j'allais dire, non pas dans le fragile, mais dans l'important, dans ce petit supplément d'âme qui fait qu'on concrétise et qu'on transforme l'essai, si on veut utiliser des termes de rugby. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui a été dit aujourd'hui. Je pense que c'est aujourd'hui là qu'on se situe. Et je pense que les 2-3 années qui vont venir vont être clés à cet égard. Peut-être. Merci beaucoup, monsieur Rué. Merci. Petite précision, soyez peut-être un peu plus spécifique pour comprendre. Quand vous dites la Chine a choisi le Maroc comme porte d'entrée pour le reste du continent, ça veut dire quoi? 1 milliard, on met 1 milliard sur la table. Tu vas compléter après. Il va le dire et puis après vous allez compléter sans problème. Ça veut dire quoi? Industrialiser, que le Maroc soit, je veux dire, dans l'échelle de valeur, je veux dire, hein, de l'économie. Quel sera le rôle? Quel est le rôle que le Maroc et la Chine ont défini pour le Maroc par rapport à la stratégie sino-marocaine, alors, envers le reste du continent? Je vais vous faire une réponse très simple à la chinoise, mais qui est vraie. On n'en sait rien. Non, mais c'est vrai, les Chinois n'en savent rien, ils n'en savent rien. Ils mettent 1 milliard pour voir. Si le milliard marche, on en mettra 2, on en mettra 3, on en mettra 5. En revanche, ils sont pragmatiques. Et donc, c'est à l'enthousiasme marocain de se manifester. Tout reste à construire. Ça peut être de l'industrialisation assez classique, ça peut être de l'outsourcing, ça peut être du nearshoring, ça peut être accompagner les entreprises chinoises dans l'automobile, la mobilité électrique, l'aérospatiale, les matériaux composites, etc., dans le cadre des politiques déjà établies au Maroc. Ça peut être d'autres choses. Les Chinois vont être pragmatiques là-dessus. Ce qui est, à mon avis, beaucoup plus important, c'est de voir un petit peu la séquence historique. Si vous voulez, il y a 4-5 ans, a commencé à émerger dans les grands think tanks chinois, au moment où on commençait à préparer la transition de régime de passage de Hu Jintao. À l'époque, vu de l'époque, il faut le rappeler, c'est Li Keqiang qui était vu comme le remplaçant de Hu Jintao, et puis il s'est retrouvé Premier ministre. Mais donc, Li Keqiang a de toute façon une vision industrielle, industrialisante, etc. Donc beaucoup de ces think tanks de l'époque travaillaient justement à comment redynamiser la vision industrielle et avaient déjà placé l'Afrique ou les Afriques sur leur viseur. À l'époque, vu de l'époque, il y avait plusieurs stratégies qui étaient envisagées. Il y avait la stratégie directe, qui a été atteinte dans un certain nombre de pays africains, c'est évident, on ne va pas les nommer, mais la Chine est assez vite rentrée dans le dur de la roche, et j'ai eu la chance de discuter avec le représentant spécial de la Chine, l'ambassadeur pour l'ensemble de l'Afrique. Il me disait, voilà, dans un certain nombre de pays, on a fait au mieux. Dans un certain nombre d'autres pays, on rencontre l'Inde. Voilà, pour eux, leur concurrent principal, c'est l'Inde. Donc, il faut d'autres stratégies. Et à l'époque, il y avait 2 stratégies possibles. Il y avait passé par des grandes économies dites occidentales, comme par exemple la France. Et moi, un certain nombre de mes amis diplomates chinois m'ont dit encourager à continuer à travailler sur l'Afrique, etc. Et essayer de monter cette triangularisation. Et puis l'approche directe. Et l'approche directe consiste à sélectionner un certain nombre de pays relais dans des zones. La première approche n'a pas fonctionné parce que je pense que les pays envisagés n'ont pas été assez réactifs, assez pragmatiques, voilà. Et aujourd'hui, la Chine teste la deuxième stratégie avec 2 ou 3 points d'entrée qui sont de manière évidente l'Éthiopie, que sont le Maroc, et puis ils regardent un petit peu ce qu'ils peuvent faire du côté du Nigeria dans d'autres conditions, et voilà. Donc on en est aujourd'hui à une situation où ce milliard est mis sur la table pour voir si on peut aller vite, si on peut aller de manière cohérente, et si on peut déboucher sur des choses nouvelles, intéressantes, et qui comprennent quels sont les besoins de transformation de la Chine. Et là je reviendrai encore, et toujours sur ce qui a été dit par Abdou et d'autres.
à savoir que ce sera très intéressant si le Maroc peut aider des entreprises chinoises à venir à faire des choses qui rentrent dans le cadre des politiques marocaines. Ce sera très intéressant aussi si des entreprises marocaines et des savoir-faire marocains qui ne sont pas nécessairement présents ou dont la Chine a besoin soit sur son sol, soit dans des pays tiers, sur ces domaines-là, la Chine peut compter sur l'appui d'entreprises marocaines. Juste un dernier élément, la Chine a aujourd'hui un outil dans lequel ils croient beaucoup et dans lequel ils mettent énormément de moyens, c'est ce qu'ils appellent la coopération en pays tiers ou la co-innovation en pays tiers, c'est-à-dire de prendre, par exemple, la Chine, le Maroc qui viennent de signer ce partenariat et de voir ensemble ce qu'on peut faire dans un intérêt mutuel et équilibré. Merci beaucoup. Monsieur Diop, vous vouliez compléter? Oui, pour compléter, je voudrais dire que aujourd'hui, la vision fixée au niveau institutionnel du positionnement du Maroc comme résolument tourné en termes de relations économiques sur tout le continent africain est quelque chose d'irréfragable. C'est une décision, une vision institutionnelle. Et tout le travail qui est fait, que ce soit avec la Chine, l'Inde, dans toutes les tournées, dans tous les forums, dans tous les sommets Inde-Afrique, Chine-Afrique, le message est très clair. Le Maroc se positionne pas comme capteur d'investissement indien ou chinois pour le marché marocain. Le Maroc se positionne comme le gateway sur l'Afrique. C'est vraiment la position très claire. Et la stratégie est... Et ce message est reçu. Il est clair et reçu dans les deux sens. Très important. Et complété par des dispositifs assez importants. Aujourd'hui, Casa Finance City a signé des conventions avec plus d'une dizaine d'agences de promotion d'investissement de pays africains. C'est-à-dire que quand Casa Finance City se déplace dans des pays pour faire la promotion de l'investissement direct étranger, elle ne fait pas que la promotion sur Casablanca, mais elle fait la promotion de l'investissement sur Casablanca pour se développer sur le continent. D'ailleurs, c'est sa vocation. Donc, on est vraiment dans cette dynamique. Et pour parler de la Chine, je pense que la tournée royale, avec la signature des derniers accords, n'est que la conséquence d'un certain nombre d'actions. Et pour dire concrètement, il y a 2 ans, on a tenu un forum Maroc-Chine en Chine. Il y a un peu plus d'une année, on a tenu un forum Maroc-Chine à Marrakech. Il y a eu le forum Chine-Afrique où le Maroc a été très présent à Johannesburg. Ensuite est venue effectivement cette tournée qui est venue consolider tout un ensemble d'actions, bien sûr, et entre-temps, avec la présence, l'installation de Bank of China au Maroc, ça c'est un signe très important. Et deuxièmement, la signature de l'accord de swap sur le yuan. Donc c'est un ensemble d'actions qui sont coordonnées et qui rentrent dans une dynamique de positionnement du Maroc comme hub d'investissement chinois sur le continent africain. Donc c'est juste pour clarifier, on est vraiment dans une dynamique, pour compléter je dirais, on est dans une dynamique de positionnement dans ces relations Maroc-Inde, Maroc-Chine, Maroc-Russie comme hub de l'investissement en Afrique et bien sûr aussi comme réceptacle d'investissement marocain et d'exportation marocaine sur ces pays-là. D'accord. Une question. 1 milliard, est-ce que c'est peu à l'échelle de la Chine? Est-ce que c'est pour aller peut-être dans le sens de ce que M. Rue a dit? On n'en sait rien, c'est un ballon d'essai de la part des Chinois? Oui, c'est un ballon d'essai, mais bon, c'est 1 milliard. Vous savez, 1 milliard d'investissements qui sont gérés par des banques marocaines qui ont un réseau assez développé sur le continent, peuvent financer un certain nombre de projets. Et c'est une learning curve qui va permettre de démontrer la capacité du Maroc d'être un véritable hub d'investissement sur l'Afrique. Je pense que bon, si ça commence par 1 milliard, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, en effet. Oui. Mais quand on connaît les capacités financières de la Chine, c'est ça que je voulais dire. 1 milliard, vous en voulez combien de plus? Non, plus sérieusement, je pense qu'en ne mettant quelque part, vous avez raison, qu'un seul milliard, la Chine montre aussi autre chose et fait passer un message subtil en disant qu'elle n'est pas non plus là pour perturber l'économie marocaine. Si la Chine était venue avec 10 milliards, 100 milliards, la réponse aurait peut-être pas été aussi positive côté marocain et il y aurait eu des angoisses légitimes. Donc ils ne sont pas là, en mettant un seul milliard, ils montrent aussi qu'ils ne sont pas là pour perturber le tissu local, mais qu'ils sont là pour faire, ce milliard ne va pas être dans un seul projet, que ce milliard va être décomposé en quelques dizaines de projets, que donc ça va faire des projets à taille humaine, raisonnable, etc., sur lesquels il va y avoir des effets d'entraînement sur des entreprises de taille petite et moyenne également. Enfin, moi, je le lis comme ça. Très bien.
Avant de passer la parole au public, on va quand même profiter pour faire au moins 10 minutes d'échange avec le public. Peut-être une remarque, Monsieur Alami, Monsieur Azalei, sur ce qui a été dit, un complément Si vous permettez, allez-y. moi j'ai un petit complément. On est dans une dynamique, et je reviens sur ce qui se dit sur la Chine, sur l'Inde et sur la Russie, et c'est aussi valable pour l'Afrique. Aujourd'hui, cette dynamique doit obligatoirement être accompagnée par tout un volet, j'allais dire, réglementaire ou d'accord. Il faut inventer un nouveau type d'accord, puisque aujourd'hui, l'accord LUMOA n'a pas abouti et n'aboutira pas, puisque de toute façon l'UMOA est quasiment dépassé, qu'aujourd'hui nous ne serons pas dans un système de libre-échange probablement ou d'accord tel qu'il a été conçu avec l'Union européenne, et que peut-être il faut réinventer un nouveau modèle d'accord d'abord avec l'Afrique. Est-ce que ça peut aller de l'adhésion totale à la CEDEAO à un autre type d'accord qui est plus soft? On n'en sait rien. Mais en tout cas, ça devra être un nouveau type d'accord à imaginer. Et nous sommes en face de partenaires d'une autre dimension que sont l'Inde, la Chine et la Russie. On a l'expérience de ce qui s'est passé avec l'accord avec les États-Unis. Aujourd'hui, il faut réfléchir sur de nouvelles formules d'accords qui permettent effectivement de participer à concrétiser l'essai au-delà de cette volonté politique, de cette démarche dynamique, proactive et de cette volonté de part et d'autre, mais il faut qu'elle soit accompagnée par une nouvelle génération d'accords. Monsieur Bali. Moi, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que on parle de politique, d'institutionnalisation de la vision, on parle de beaucoup d'argent, 1 milliard de dollars. Je pense que le rôle que le Maroc est en train de jouer comme porte d'entrée en Afrique est très bien décliné, très bien compris au niveau de ces grandes puissances économiques. Maintenant, il faut passer au stade inférieur qui est d'inciter, comme je l'ai dit tantôt, les PME à s'installer. Vous savez, pendant que la Chine négocie ses accords avec le Maroc, les entreprises chinoises n'attendent pas pour prendre le risque de s'installer directement, sans passer par le Maroc, sur le terrain. Je crois qu'il faut être pragmatique. Quand j'écoute depuis ce matin jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que la vision, elle est là, on a mis les cadres, mais on a encore du mal à opérationnaliser cette vision-là. Et l'opérationnalisation de cette vision passe forcément par avoir beaucoup de pragmatisme. Et le pragmatisme, ça veut dire que moi, si je veux construire un hôtel à Ouaga, que je trouve une entreprise de BTP marocaine qui est déjà installée, au lieu d'aller donner le marché, comme je suis en train de le faire actuellement, à une entreprise portugaise. C'est ça le pragmatisme. Et c'est ça que moi je déplore un peu, en dehors de ces majors, Maroc Telecom, Attijari, Saham. Après, c'est le désert, il n'y a rien. Alors que les opportunités sont immenses. Dans nos pays, tout reste à faire. Donc, il faut avoir le courage de dire, ben, je vais m'installer à Bamako, je crée ma société, je sais qu'il y a une demande dans tel domaine, je vais prospecter. C'est peut-être risqué, mais ça gagne. Alors, et l'Inde, et la Turquie, et la Chine, parfois même, je me demande s'ils ne sont pas en train d'endormir le Maroc et puis de passer derrière pour amasser tout. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle la politique du caterpillar, de la chenille. Ils vont doucement, ils s'installent et ils prennent les marchés parce qu'ils sont présents. Et tant qu'on n'est pas présent sur le terrain, on peut faire beaucoup de brainstorming, mais les résultats peuvent rester justement qu'au niveau de ces majors-là qui, eux, ont montré le chemin. Mais il faudrait maintenant que, comme on dit, la grande masse, l'armée des PME, ait le courage nécessaire de partir, de s'installer et de prendre ces marchés qui existent parce qu'il y a la technicité, il y a le know-how, mais surtout, il y a la proximité culturelle.
Et l'enthousiasme. Moi, je me sens beaucoup plus à l'enthousiasme. l'aise à travailler une entreprise marocaine qu'avec une entreprise turque ou chinoise, parce qu'il y a quasiment rien. Peut-être la Turquie, il y a l'islam qui nous lie, et puis c'est tout. Donc, voilà un peu le message que je voudrais passer. Merci beaucoup. Voilà. Allez, on va poser les questions. On n'a que 10 minutes, donc on va aller très vite. Monsieur Gorfi, première question. On va en prendre 3, 4, et puis après, une seule tournée. Merci. Je voudrais juste faire un complément. Merci, Monsieur Bali, pour votre intervention. Et les PME doivent jouer. J'ai fait un tweet pendant que vous parliez en disant que vous annonciez que peut-être un jour vous aurez l'hôtel à Casablanca. Il y a eu une réponse à mon tweet en disant Jet Constructeur construit pour vous au Mali. Donc vous faites travailler des entreprises maliennes pour vos projets de haut standing. C'est très bien. Donc, non seulement vous le dites, mais vous le faites. Et ça, c'est plaisant. Je voulais le signaler. Je crois que nous avons, dans l'influence qu'on doit avoir sur comment on doit catalyser la marque Afrique, le Maroc a une responsabilité majeure qui est celle de continuer à développer les métiers mondiaux du Maroc en rentrant le Maroc dans des chaînes de valeur mondiales, mais à engager un certain nombre de pays frères d'Afrique subsaharienne dans ces métiers et dans ces chaînes de valeur mondiale. Les illustrations sont très concrètes, elles ont démarré. Ce qu'on a vu ce matin avec Outsourcia dans l'offshoring, c'est un des métiers mondiaux du Maroc, mais nous devons aller sur les autres. Il faut que nous puissions imaginer de partager la chaîne de valeur, comme vous l'avez dit, dans l'automobile, dans l'aéronautique et dans un certain nombre de secteurs. Nous n'avons pas le choix si nous voulons être suffisamment puissants et suffisamment visibles sur ces radars. Merci beaucoup, M. Gorfi. Madame derrière, là. Voilà. Allez-y, présentez-vous et puis posez votre question. Oui, bonjour, je suis professeur Fouad Lhlou, donc professeur des universités. En même temps, je suis professeur associé à l'Université des Nations Unies. Alors, je vais défendre un tout petit peu, sans être M. Daoudi, je vais défendre un peu l'université marocaine. Cette année, 2015-2016, nous avons 10 500 étudiants subsahariens. Ils sont tous dans nos universités marocaines. Moi, je connais très bien Fès et Rabat, dans lequel je travaille, lorsque je ne suis pas au Ghana. Et ces étudiants subissent une formation, bien sûr, très bien. Des fois, ils sont vraiment les meilleurs. Ils ont des notes supérieures à ce qu'ont nos étudiants. Et lorsqu'ils reviennent chez eux, la marque Maroc, elle est très bien présentée. De temps en temps, je fais un petit tour à Bamako, ou à Dakar, ou à Ouagadougou pour vendre la marque Maroc, et ça marche très bien, et ils sont là au Maroc. Et ce n'est pas Madame Barada que je vois ici, qui est la première femme professeure, directeur d'une école d'ingénieurs. Elle est là à côté de nous, qui va me contredire. Elle a des données peut-être mieux que moi. Maintenant, je voudrais prendre 30 secondes pour dire à monsieur le matin qui a parlé de la fierté du Marocain. Je ne suis pas pessimiste. C'est vrai que nous sommes fiers. Il y a 250 ans, un petit pays a demandé au Maroc l'aide pour que ses navires puissent naviguer avec paix dans la Méditerranée sans avoir, disons, des problèmes avec les pirates, avec les Ottomans. Après un certain temps, le Maroc a répondu oui. Pas seulement ça, il a été le premier à reconnaître l'indépendance de ce petit État. Vous avez tous compris, il s'agit des États-Unis. Alors nous n'avons pas cessé depuis ce moment-là de dire nous étions les premiers à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Nous le disons chaque fois avec fierté, ce qui est très bien, et nos amis américains rigolaient en disant oui, c'est vrai que le Maroc, mais pour eux, ça ne voulait rien dire. Le résultat est là. Alors est-ce qu'il n'est pas temps maintenant que le Maroc passe à une réalité pour être plus réaliste et défendre sa marque d'une façon différente? Merci, monsieur. Merci beaucoup. Passez le micro à la personne qui a... Allez-y pour une... Bonsoir, vous, madame. Drissi Jawad, consultant expert des Nations Unies et aussi professeur de marketing. Il m'est arrivé d'enseigner dans des business schools à des Africains, donc on est dans la thématique. Alors moi, ma question, aujourd'hui au Maroc, on a un temps fort qui s'annonce, qui est la COP22. Et à cette occasion-là, un des grands, je dirais, opérateurs, qui est la Banque africaine de développement, aujourd'hui cherche à promouvoir ce qu'elle appelle un pavillon africain.
Alors, elle part du constat que la Chine ou l'Inde viennent d'une seule voix parler au nom de 1 milliard ou plus d'1 milliard de citoyens, alors que l'Afrique, avec ses plus de 50 États, est éparpillée et est éclatée. Alors aujourd'hui, quand on parle de marque, est-ce que vous pensez effectivement, ou comment est-ce que vous pouvez envisager qu'il y ait une marque Made in Africa, ou une marque Afrique, pour promouvoir ce continent qui nous est cher à nous tous? La question s'adresse à tout le panel et à qui veut répondre. Merci. Merci. Madame ici, et puis avant de prendre des questions de l'autre côté. Salam alaikum. Je remercie Si Fouad. Je suis Madame Baradi. Effectivement, première femme à avoir dirigé une école d'ingénieurs au Maroc. J'ai un parcours de formation d'ingénieur, grandes écoles, aussi bien françaises, universités françaises que marocaines. Je dirais que sur un quart de siècle de formation d'ingénieur, j'ai vu de mes étudiants qui proviennent des différents pays amis de l'Afrique subsaharienne évoluer, et je peux vous témoigner des grands progrès du brassage qui se fait de façon quasiment réussie à 100%. Certains des lauréats sont devenus des grands patrons d'entreprises marocaines. C'est vous dire que le flux passe vraiment dans l'autre sens. Et il ne suffit pas de parler des autres. Je peux donner mon exemple. J'ai ma fille qui a 15 ans, qui fait ses études de l'autre côté, à Swaziland, plus exactement, à l'âge de 15 ans. Elle y est maintenant dans un pays d'Afrique. Donc c'est vous dire que ce ne sont pas que des paroles, ce sont aussi des actes. Et je voudrais vous dire que le milieu universitaire, la formation technique, je peux vous assurer, et c'est un témoignage, à un certain moment, puisque je dirigeais un département à l'école Hassania, on a l'habitude, au niveau de la cérémonie des remises des prix, que le ministre remette des prix. Et sur 13 promotions, j'ai l'impression que 9 des filières, les majors, étaient des étudiants de pays d'Afrique subsaharienne. Donc c'est vous dire qu'ils se sentent bien, qu'ils évoluent très bien, et sur le plan académique et sur le plan professionnel. Et peut-être que l'université publique ne parle pas beaucoup d'elle-même. C'est peut-être un tort. Et s'ils sont absents dans une session comme celle de ce matin, nous sommes présents, nous sommes à l'écoute pour essayer autant que possible de cultiver l'adéquation formation-emploi qui maintenant se conjugue vraiment au pluriel. Et merci. Merci beaucoup, madame. Merci. On va prendre 2 questions de ce côté-ci. Allez-y, monsieur. Monsieur ici devant. Bonjour. Bonjour. Zakaria Fahim, président Hub Africa. Donc vous avez parlé des PME et on est en train de lancer une initiative qui a déjà démarré sur une plateforme sur l'intelligence économique au profit des PME africaines. Parce qu'on s'est rendu compte effectivement, donc Abdel rappelait tout à l'heure, que l'Afrique c'est les Afriques, le Maroc c'est aussi les Marocs, parce que même dans nos pays, donc on est déjà dans plusieurs environnements. Et je crois qu'effectivement, si on veut renforcer la marque Maroc, pour demain parler de cette marque Afrique, il faut déjà s'appuyer sur les marques qui existent déjà chez nous. Aujourd'hui, on a une marque à l'intérieur du Maroc qui est la marque Marrakech, qui est une marque, quand les gens disent je vais aller au Maroc, ils vont à Marrakech, et Marrakech n'est plus que le loisir, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, donc la COP22 va y être. Donc pour revenir au PME, donc je pense qu'il y aura un événement important à Casa le 3 juin sur un sommet francophone de l'intelligence économique, et nous espérons faire drainer donc, autour de ce projet, puisqu'on a eu l'accord de certaines, des spécialistes sur la thématique, pour là aussi permettre, parce que beaucoup de gens oublient qu'on peut travailler sur le continent en restant déjà dans son pays, du moment qu'on ait la bonne information. Parce qu'on peut exporter, on peut commencer à faire des projets. Vous avez parlé des Chinois, des Indiens. Je pense que, qu'on le veuille ou non, même s'ils font vous avez parlé de cette image qui vont doucement, mais ils ont besoin de nous. Donc, si nous, on est intelligents, il faut juste faire savoir que le tout est plus important que la somme de tout. Et je pense qu'on est très bien placé pour le faire. Donc là, il faut juste le faire savoir et effectivement être dans les actes. Merci beaucoup. Dernière question de ce côté-là, il n'y en a pas?
Non? Tout était clair? Merci beaucoup. Bah, parfait. La COP22 a été évoquée à 2 reprises parce que, je le rappelle, c'est le prochain panel qui aura lieu donc, dans une dizaine de minutes. En 30 secondes peut-être, l'un ou l'autre panéliste qui veut réagir. Vas-y, allez-y Monsieur Diop. Donc peut-être juste en termes d'information, donc pour un certain nombre de sujets. Donc pour la COP22, effectivement, le Maroc veut en faire la COP de l'Afrique. D'ailleurs, vous parlez, il y a 1 heure, il y avait une réunion à Lusaka pendant les assemblées de la BAD où le ministre Mézoir présentait le projet à la Banque africaine de développement. Donc on est en plein là-dedans, que ce soit côté secteur public, mais aussi côté secteur privé, puisqu'on a eu une réunion avant-hier sur ce sujet pour mobiliser justement les patronats africains pour en faire un vrai, parce qu'on a un partenariat avec une trentaine de patronats africains, une vraie COP de l'Afrique. Ça c'est important, le Maroc y tient et on y travaille. Sur les étudiants, ce que je disais, c'est que aujourd'hui on ne capitalise pas suffisamment. Je prends un exemple tout bête. La Chine a formé 500 étudiants sénégalais. Eh bien, tous les 6 mois, ces 500 étudiants, ou qui se trouvent au Sénégal, ont eu une réunion de travail avec l'ambassadeur de Chine au Sénégal. C'est dire qu'ils ont un suivi, qu'ils sont sur les radars, qu'on les suit, qu'on les surveille pour faire... Aujourd'hui, le Maroc a formé plus de 100 000 étudiants. On n'a nulle part une base de données qui retrace, et non seulement formé, mais à donner des bourses, donc à financer les études. Mais on n'a aucune base de données qui retrace ces étudiants. On va souvent dans des missions, on rencontre un ministre qui nous dit « Ah tiens, moi j'ai fait ma formation à Meknès, moi j'ai fait ma formation. » Mais sur aucun radar, ils ne sont. Et ça, c'est quand même des éléments, vous dites, ils portent la marque Maroc, mais on doit capitaliser là-dessus. C'est de vrais vecteurs et c'est un capital énorme qui a été institué depuis longtemps. Donc c'est plutôt ce que je dis. Sur les 2 sujets, Marque Afrique et sur les métiers mondiaux du Maroc, effectivement, Sitami a parfaitement raison. Aujourd'hui, dans l'intégration dans ces chaînes de valeur mondiales, il faut qu'il y ait une continuité africaine. Et il y a beaucoup de travaux qui sont menés. Je rappelle encore une fois, moi j'aime bien le dire parce que Maroc Export ne fait pas suffisamment de communication là-dessus, à mon goût en tout cas. Il y a eu une délégation très importante d'acteurs de l'automobile qui sont allés en Côte d'Ivoire, et il y a des choses qui sont en train d'être faites en Côte d'Ivoire pour justement compléter cette chaîne de l'automobile où il y a un métier mondial du Maroc qui a fait ses preuves, et on est en train effectivement d'aller le dupliquer ailleurs pour le compléter, toujours dans cet objectif de co-émergence. Sur la marque Afrique, je pense très vite, en substance. Oui, en substance. Sur la marque Afrique, je pense qu'il y aura un événement en novembre. Je ne sais pas si c'est prévu, mais en tout cas, aujourd'hui, Maroc Export a su réunir les OPC africaines d'abord, dans le cadre d'une organisation, en les amenant régulièrement à Casa. Et donc, ils sont assez... donc, ce rôle d'ambassadeur, de catalyseur de la marque Afrique a déjà commencé. Et je pense que ce sujet de marque Afrique, lors du sommet des OPC, en tout cas, moi, je prône pour qu'on mette en avant cette marque Afrique. Et je pense que les OPC africaines, qui aujourd'hui suivent bien le leadership de Maroc Export, vont bien adhérer à cette dynamique. Donc voilà un peu quelques mots que je voulais rajouter par rapport à ces réponses. Merci beaucoup. Un mot de M. Rué, mais vraiment aussi en oui, très court, 1 minute. 100% d'accord avec la question de l'intelligence économique. L'intelligence économique, c'est l'information. Vous avez une partie du monde, le monde développé, qui hésite, qui se dit l'Afrique, il y a des asymétries d'information. Il y a une seule et bonne réponse à la réponse de Mo Ibrahim. L'asymétrie d'information, c'est des opportunités de business. Donc il faut faire de l'intelligence économique. Mais, et c'est vraiment le mot de la fin, il faut rajouter l'enthousiasme. Moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Bali. J'ai eu la chance de participer à 2 forums Maroc-Mali, des entrepreneurs. Il y avait beaucoup de PME. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'intérêt, etc. Mais ça ne concrétise pas parce que les gens veulent des garanties, ils ne savent pas s'ils ont ce partenaire. Au bout d'un moment, il faut y aller. Je ne sais pas si la Chine ou l'Inde, d'ailleurs, a une stratégie de Caterpillar de contournement. Moi, je crois que rien n'est écrit. Simplement, si les entreprises marocaines vont plus vite que les entreprises indiennes ou chinoises, eh ben, elles iront plus vite. Si elles y vont avec les entreprises indiennes et ou chinoises, eh ben, elles iront avec et elles feront venir aussi des entreprises subsahariennes, etc. Et puis, si elles restent derrière, elles resteront derrière. Voilà. Et c'est ça que le reste du monde observe. Et c'est là où le reste du monde voit si la marque Maroc, avec tout le socle, la solidité qui fait aucun doute, va transformer l'essai ou pas. L'enthousiasme. Merci beaucoup. Eh bien, c'est avec enthousiasme
qu'on va vous quitter. C'était une session très intéressante et je vous invite maintenant donc pour une pause café qui durera 10 minutes. Et on se retrouve ici pour la dernière session qui sera bien sûr sur la COP22, opportunité pour le Maroc justement de marquer encore plus un pas vers l'avant, vers la constitution de sa marque pays. Merci à vous, merci aux orateurs.